Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission Bossolo Économie, votre magazine d'échange sur l'actualité économique. Une situation a été vécue à Kinshasa il y a 2 semaines aujourd'hui où il s'est constaté une rareté artificielle du carburant sur la ville. Cette situation a causé une psychose au sein de la population quinoise. Et du côté gouvernement, on parle qu'il n'y a pas eu rupture des stocks alors que sur le terrain, la réalité est tout autre. Pour en parler, nous allons recevoir sur ce plateau Monsieur José Bafala qui va faire la lumière sur cette affaire. José Bafala, je rappelle qu'il est expert et il a une maîtrise en gestion des entreprises pétrolières de l'Université de Montréal. Monsieur José Bafala, bonjour et bienvenue. Bonjour. Mesdames et messieurs, à vous également, bienvenue à cette émission. Je l'ai dit tout à l'heure, à Kinshasa, dans la capitale de la RDC, il s'est vécu une situation, cette situation qui a causé une psychose totale au niveau de la population. Les utilisateurs des engins automobiles ont été condamnés de passer plusieurs heures dans des stations-service afin de s'approvisionner en carburant. Et cette situation qui est liée relativement à la rareté du carburant, comme on pouvait le constater. Mais du côté du gouvernement, on disait qu'il n'y avait pas de rareté, il n'y avait pas de rupture de stock, comme l'avait déclaré le ministre des hydrocarbures. Tandis que du côté pétrolier, ceux-ci disent qu'ils accusent plusieurs mois d'arriérés de leur manque à gagner que le gouvernement devait payer. Pour faire la lumière sur cette question, nous en parlons avec M. José Bafala. Monsieur José Bafala, vous avez vécu, vous êtes à Kinshasa, vous avez sûrement vu comment la population était debout, tous les utilisateurs des engins automobiles étaient debout, ils avaient vécu une psychose, ça a commencé un certain dimanche et on disait qu'il n'y avait pas de carburant sur la ville de Kinshasa. Est-ce que cela, on peut concevoir cette situation? Merci beaucoup pour la parole. Et je dois vous avouer une chose. Si le ministre dit qu'il n'y a pas rareté, il a raison. Il a raison sur toute la ligne, d'autant plus que la RDC ne peut pas connaître cette rareté. Et ceci pour cause, je vais m'expliquer. Le secteur des hydrocarbures a fonctionné depuis 2002 sans y avoir un texte légal qui devait réglementer le secteur. Parce que nous étions à l'époque avec le secteur minier, il y avait le code minier, c'est la loi des 1981 qui nous régissait. Et c'était un appendice des hydrocarbures qui se retrouvait dans cette loi. En 2002, le code minier a été voté, adopté, promulgué, au point qu'il a laissé le secteur des hydrocarbures dans la rue. Il fallait trouver une loi. Et c'est ainsi qu'en 2007, le ministre Mende, ministre des hydrocarbures, premier ministre des hydrocarbures, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le portefeuille des hydrocarbures. Okay. C'est avec le ministre Mende qu'on va commencer les travaux pour pouvoir trouver un texte qui pouvait réglementer ce secteur. Le ministre Mende avait amené les documents complets, c'est-à-dire la proposition de cette loi au Conseil des ministres, c'était débattu, mais cette loi a été recalée au niveau de l'Assemblée nationale. Au point qu'il s'est passé beaucoup d'années, de 2007-2008 jusqu'à 2015, qu'on va trouver une loi qui sera votée. Et c'est la loi générale, la loi numéro 15/012 du 1er août 2015, portant régime général des hydrocarbures. Okay. À la lecture des articles qui sont ici, la RDC ne peut pas connaître des ruptures de produits pétroliers actuellement. Parce nous en avons vécu. Vous êtes en train de vivre, mais moi je dis, la RDC ne peut pas connaître ça. D'autant plus que il y a dans la loi, le chapitre 6, où on dit de la constitution des stocks de produits pétroliers. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse constituer des stocks pétroliers. Et nous avons 3 types de stocks. Et je ne voudrais pas lire à votre place, si vous pouvez nous faire la lecture de ces articles. Le chapitre 7, vous avez dit? 6. 6. Oui.
de la constitution des stocks des produits pétroliers. L'État, par l'intermédiaire de la Société nationale, constitue et maintient un niveau minimal de stocks de toutes les catégories des produits pétroliers équivalent à 60 jours de consommation. Ça, c'est l'article 116. 16. Continue. Je suis à l'article 117. On dit les sociétés exerçant les activités d'importation et de commercialisation sont tenues de constituer et de conserver à tout moment des stocks de produits pétroliers de toutes les catégories représentant au moins 20% des volumes déclarés par elles pour la consommation au cours de l'année précédente. Tout à fait. Le ministre ayant les hydrocarbures dans ses attributions peut, par arrêté motivé, augmenter le volume visé à l'alinéa précédent sans dépasser les 50%. Les stocks de produits pétroliers visés à l'alinéa premier du présent article sont distincts des stocks opérationnels. Ils sont propriété des sociétés qui les ont constitués et soumis au contrôle de l'État. Je m'explique. Il y a le stock de sécurité que les sociétés qui commercialisent et importent les produits ici, sur le territoire congolais, ont l'obligation de pouvoir constituer ces stocks de 20% de leur vente de l'année écoulée. Okay. En d'autres mots, la consommation, la vente de l'année écoulée s'évaluait à plus d'1 million de mètres cubes. À 1 million de mètres cubes, 20% doit nous amener à comprendre qu'il y a 200 000 mètres cubes sur le territoire. C'est leurs produits, ce n'est pas les produits de la République démocratique du Congo. Ça doit rester dans les capitales immobilisées. Mais les stocks-là doivent être sur le territoire congolais. Donc c'est un stock qu'on ne peut pas toucher. On ne peut pas toucher parce que ce sont des stocks de sécurité qui peuvent intervenir dans des cas que nous sommes en train de parler aujourd'hui. C'est pourquoi d'emblée, je disais qu'on ne peut pas manquer de produits ici en République démocratique du Congo. Parce que nous devions avoir tout d'abord 200 000 mètres cubes, de 20%, c'est la loi, ce n'est pas moi qui l'ai dit, qui prévoit cela. Et nous arrivons, vous avez parlé de stocks stratégiques. Les stocks stratégiques, c'est l'État congolais qui doit disposer de ces stocks au niveau de la République démocratique du Congo. La différence pour le stock de sécurité, c'est pour les sociétés. Mais les stocks stratégiques, c'est pour l'État congolais. Okay. Et les stocks opérationnels, c'est ceux qui sont en train de vendre au jour, parce que ce sont des stocks qui se trouvent dans les installations. Et les stocks, les stocks stratégiques, l'État va les conserver par quelle société? J'y arrive. Parce que nous sommes allés, ici c'est la loi, et il y a les décrets, et vous lisez aussi dans les décrets, chapitre 6 toujours, que dit les décrets? Chapitre 6 du décret de la constitution des stocks des produits pétroliers. Section 1 des stocks stratégiques, article 229. L'État, par l'intermédiaire de la Société nationale d'hydrocarbures, constitue des stocks stratégiques des produits pétroliers consommés en République démocratique du Congo. Article 230. Les stocks stratégiques est constitué en nature et représente 60 jours de consommation nationale. Est constitué en nature et représente 60 jours de consommation nationale. Continue. Article 231. Les sources de financement du stock stratégique sont notamment 1. Le budget national. 2. La structure des prix des produits pétroliers. Ok, on peut se limiter là-bas. J'ai la structure des prix des produits pétroliers. Et chaque mois, je dis bien chaque mois, on prend dans la structure des prix des produits pétroliers, c'est-à-dire votre essence que vous allez acheter, vous payez 500 000 $ par mois dans la structure des prix pour pouvoir constituer ces stocks en nature. Je reprends, en nature et non en espèces. Alors, comment nous pouvons manquer ces produits? Parce que nous devons avoir les stocks sur le territoire. Nous avons les stocks de sécurité et nous avons aussi les stocks stratégiques. Moi, ça m'étonne qu'on dise qu'il y a rupture. C'est pourquoi je vous disais, le ministre a raison. On ne peut pas avoir rupture parce que nous devons avoir au moins 200 000 mètres cubes de tous les produits confondus des sociétés pétrolières
des sociétés commerciales. Et nous devons aussi avoir 60 jours de produits qui sont issus de la Cité des prix des produits pétroliers. C'est depuis 2015 que cette loi est sortie. Et si nous multiplions 2015, nous prenons de 2015 à ce jour, ça fait plus de 7 ans. 7 ans multiplié par 12 mois, vous avez le nombre de mois. Et multiplié par 500 000 $ par mois. Je dis bien, il y a 500 000 $ par mois. Où sont ces produits? Est-ce qu'il y a des réunions qui se tiennent entre le ministre des hydrocarbures et toutes les sociétés pétrolières? Si vous continuez avec, lisez les décrets toujours. Les décrets, pas la loi. Continuez. Le ministre assure le suivi et le contrôle de la constitution des stocks stratégiques. Les modalités de gestion des stocks stratégiques sont définies par le ministre. Ouais. Voilà. La suite, c'est les stocks de sécurité. C'est ce que vous avez, parce qu'il y a suivi de ces stocks par le ministre ayant les hydrocarbures dans ses attributions. Et continuez, il y a aussi les stocks de sécurité. Ouais. Il doit aussi s'assurer qu'il y a ces stocks-là. Oui, les sociétés exerçant les activités d'importation et de commercialisation des produits pétroliers constituent et conservent à tout moment les stocks de sécurité dans leur sphère d'exploitation. Est-ce qu'il peut arriver qu'une société ou les sociétés pétrolières en général puissent toucher au stock de sécurité sans que le ministre soit au courant? Non. Vous veniez de dire une chose tout à l'heure, que les pétroliers que vous avez contactés disent que l'État leur doit de l'argent. C'est là le nez du problème. Okay. Et si nous voyons, dans ma vie professionnelle, j'ai eu à travailler en Afrique, parce que j'étais le représentant de l'Organisation des pays producteurs africains de pétrole. Et je connais le système. Comment se définit la cité des prix des produits pétroliers dans tous ces pays? Il y a les prix ex-raffinerie, c'est-à-dire les prix qui viennent quand on fait sortir le produit de la raffinerie. Okay. Ces produits, soit de la raffinerie, si vous avez la raffinerie, nous on avait la raffinerie, si on n'en a plus, ou les raffineries avoisinantes. Et de là, après ces prix, vous avez les prix des taxes et prélèvements de l'État. Dans tous les pays que j'ai visités en Afrique, ces taux varient entre 40 et 60%. Mais c'est l'argent qui entre dans le trésor public. Contrairement ici chez nous, nous sommes dans les 38-40%, mais cet argent va chez les pétroliers. Et je vais vous expliquer pourquoi nous sommes arrivés avec cette situation chez les pétroliers. Ouais, c'est là où d'ailleurs nous devons aller. On peut aller. Ouais. En 1991-92, il y avait pillage. De tristes mémoires. Et pendant cette période aussi, le premier ministre Ngouns avait réquisitionné les produits pétroliers de ces sociétés-là. À l'époque, ils étaient 4. Mobil, Shell, Fina et SCP. Pour rétablir ces sociétés dans l'équilibre budgétaire, en 93-94, on avait décidé de pouvoir leur donner une quantité dans la cité de prix. Et cette quantité était bien connue. Socir avait 1 100 000 $ par mois, notez bien. CEP avait 2 100 000 $ par mois. Et les sociétés commerciales, qu'on appelle les SOCOM, avaient 2 10 000 $ par mois. Et c'était dans le but de pouvoir les maintenir dans la cité de prix pendant 3 ans et après les faire sortir parce qu'ils auraient récupéré leur argent et on aurait réparé les dommages. Okay. Malheureusement. Il avait réquisitionné pourquoi? Il n'y avait pas plus de produits. Le gouvernement était en droit de pouvoir voir les produits. Ils ont pu prendre, ils avaient réquisitionné. Okay. Et en 96-97, il y a la guerre de l'AFDEL. Cette guerre va amener que les gens puissent changer de situation telle que nous avions connues. Les sociétés vont continuer à pouvoir, les SOCOM, c'est-à-dire les sociétés commerciales, les 4,
majors multinationales qui étaient là, continuaient à récupérer cet argent de 2 millions, 10 000 dollars. Et la situation a évolué de la même manière parce que les mécanismes, c'était quoi? Quelle était la structure de fonctionnement il y avait deux sociétés de logistique. Quelles sont ces deux sociétés? C'était Socir et CEP, qui manipulaient toujours le même volume que nous avons aujourd'hui. Ça n'a pas dépassé. Ils étaient payés 2 millions 100 et 1 million 100. Et les sociétés ont continué à toucher 2 millions 10 000 dollars par mois. Imaginez, on paye, c'est l'État congolais qui paye par les mécanismes de la fiscalité, parce que je vais vous montrer que notre fiscalité est zéro, nil, négatif. Bon, je ne comprends pas ces niveaux-là. L'État congolais payait pour quelle raison? J'ai expliqué qu'il y avait des dommages causés par le pillage et la réquisition de produits de pétroliers. Il fallait les rembourser leur argent. Ok, je vois. Il fallait les rétablir dans leur équilibre budgétaire. Ok. C'est ça la raison. Ok. Et qu'est-ce qui va se passer? Après l'arrivée de l'AFDEL, tout va changer. Et on va se retrouver à une situation bizarre. Pour vous dire que quand vous prenez les essences, je prends les produits pétroliers terrestres, parce qu'il y a deux structures de prix. Okay. Il y a le structure de prix, la structure de prix aviation et structure de prix terrestre. Pour la même quantité qu'on manipulait, les pétroliers et les gouvernants sont arrivés à pouvoir modifier les quantités que nous sommes en train de vivre. Et l'argent, c'est dit, vous avez les mêmes revenus et vous avez augmenté des dépenses. Au point que quand vous arrivez là-bas, Socir qui était à 2 millions à 1 million 100. Aujourd'hui, dans la structure de prix, Socir à 2 742 000 dollars. Vous augmentez ça avec quoi? Quelle quantité vous avez augmenté? S'il y avait augmentation de volume, de production, on peut comprendre que... Donc il n'y a pas de statistiques qui justifient cela. Il n'y a pas de... Je dis les statistiques sont restées statiques. C'est un pas dynamique, c'est un pas évolutif. Mais on est arrivé de 2000, de 100, 1 million 100 à 2 742 000. Pendant combien d'années? Depuis 2005, 2006, 2007, ils sont en train de prendre cet argent. Chaque mois. Et cet argent, ça influe sur le prix à la pompe. Parce que vous payez à l'associé 1 million 100, aujourd'hui vous le payez 2 742 000. Ça signifie que vous avez surchargé le prix à la pompe. Comment expliquer? Vous vendiez votre kilo d'haricots à 10 dollars. Je donne un exemple. Ouais. De 10 dollars, vous passez aujourd'hui, vous vendez 5 kilos d'haricots à 20 dollars. Et la source de notre, là où ils prennent cet argent, c'est dans la cité des prix. C'est au niveau de la pompe. Alors, si vous passez de 1 million 100 à 2 742 000, ça signifie quoi? Vous avez surchargé là-bas. Le prix qui devait être 2 francs passe à 4 francs parce que c'est le double. Okay. Vous arrivez au niveau de CEP. Je disais CEP avait 2 millions 100. Aujourd'hui, CEP a 6 millions de dollars par mois dans la cité de prix. Pour les mêmes quantités qu'ils manipulaient. Okay. Et vous allez ajouter à CEP, ils vont vous mettre d'autres histoires qui entrent dans la rubrique cité de prix. Stock, non, projet pipeline, Ango. Une histoire à faire rire. Ils prennent 50 000 dollars par mois dans les prix à la pompe pour pouvoir construire les lignes Kin Ango. Pourtant, les équipements qui sont là sont une propriété de l'État congolais parce que l'État congolais a 36,6% à CEP. Okay. Et l'ironie du sort, les DG qui arrivent
sont tous de l'étranger et même pas un seul Congolais qui peut occuper ce poste. Nous arrivons au niveau des stocks et de sécurité. Tout l'argent de stock et de sécurité, plus de 6 950 000 qui arrivent pour pouvoir constituer les stocks, on paye à ces sociétés, les multinationales. On les appelle les SOCOM. Et je vais parler de... Qui payait? C'est le ministre des Ce n'est pas le ministre, c'est l'État congolais via la cité de prix. On dit, vous devez acheter 1 litre de carburant à 2075. Dans cet argent, il faut mettre 82 556 mètres de dollars, francs congolais, par mètre cube. Il faut ajouter l'argent de CEP, 301 983. C'est-à-dire, quand vous faites le calcul vient pour aller donner la sommation qui va vous donner le prix au niveau de la pompe. C'est-à-dire, il faut payer ces gens. S'ils n'étaient pas là, les prix ne seraient pas là. Ok. Vous comprenez? Okay. Si on les enlève de la cité de prix, si on va aérer la cité de prix, ils ne vont pas rester dans la même situation. C'est-à-dire les prix à la pompe ne seraient pas ce que nous sommes en train de vivre. Et l'État va avoir l'argent du trésor public. Le budget va être renfloué par l'argent qui viendra de pétrole. Je n'ai pas fini. Il y a le stock stratégique. Les contribuables congolais ou avant qu'on parle du stock stratégique, vous avez parlé quelque chose de très important qui a attiré mon attention. Vous avez dit que si on les enlevait dans la structure des prix... Normalement, ils doivent quitter la structure des prix. Je vais arriver. Okay. Si nous voulons réellement... Parce que l'argent, tout l'argent, quand je vais calculer ici, c'est l'argent qui peut fournir le produit à l'État congolais pour sa population. Donc c'est l'État qui est en train de perdre alors. J'ai parlé tout à l'heure, la fiscalité est négative. La loi interdit ça. Dédé, on est en train de gonfler ces charges de ces sociétés et ça diminue les bénéfices que l'État devait avoir et le prix à la pompe est toujours élevé. Or, dans d'autres cieux, vous pouvez trouver le prix élevé à 3 000. Je donne un exemple. Mais l'argent entre dans les trésors, dans les caisses de l'État. Chez nous, ça n'entre pas chez nous. Ce sont les sociétés qui se partagent cet argent. Okay. Et j'arrive, il y a le stock stratégique, il y a 500 000 $ par mois qui viennent de la cité de prix. Qu'on doit constituer le stock en nature. C'est pourquoi je disais, la RDC ne peut pas manquer de produits. Nous ne pouvons pas connaître de pénuries. Parce que nous devons avoir au moins 300 000 mètres cubes dans les installations du pays. Et comme on cherche toujours des rubriques pour trouver de l'argent là-bas, il y a lutte contre la fraude. 500 000 $ par mois. Vous savez que les essences que vous roulez avec, on dit on fait les marquages moléculaires. Est-ce que vous voyez ces marquages pour lutter contre la fraude? L'entreprise n'est même pas fiable, mais ils ont 500 000 $ par mois. Tout ça, c'est l'État qui paye. Ce n'est pas l'État, c'est vous le contribuable. Pour compter. Parce que c'est l'argent qui devait revenir à l'État. Et nous payons comme taxe. Et que cet argent ne va pas au trésor public. 500 000 $ par société ou pour toutes les sociétés, c'est parti? Non. Ici, lutte contre... quoi ça? Le stock stratégique, lutte contre la fraude, c'est l'argent que nous prenons chez nous, dans la cité des prix. Une fois vous vendez, ils achètent, à la fin du mois, le ministère des hydrocarbures se pointe. J'ai besoin de mettre 500 000 $. Ils récupèrent. CEP arrive. J'ai besoin de mettre 6 millions de $. Ils récupèrent. Ils récupèrent auprès des pétroliers. Auprès des pétroliers. Ça ne passe même pas par le trésor public. Ok. Alors, lutte contre la pollution. Et vous allez retrouver autres entrepôts. Économiquement parlant, on ne peut pas parler d'autres entrepôts à l'Est. Ils ont 597 000 $. Et autre entrepôt sud, 1 514 000 $. Et ça ne s'est pas limité là. Je disais que la quantité manipulée
n'a pas changé. Nous sommes restés statiques. Mais on va augmenter d'autres entreprises qui vont aussi prendre de l'argent à la source. Vous allez trouver Kobil, SPCA. Ce n'est même pas Kobil, parce que ce n'est pas l'entreprise de Kobil. Okay. C'est Trafigura. Kobil n'a que 10%. On lui a donné 10%. Mais c'est une société suisse qui est en train de bénéficier de tout l'argent là. Ils ont 1 500 000 €. Et pourquoi c'est Kobil qui apparaît avec son nom Mais c'est ça la mafia. Moi, je ne peux pas apparaître. Et qui tient Kobil? C'est un sujet congolais? Le Congolais. Mais c'était une société, jusqu'il y a de cela 1 année et demie, 2 ans, c'était une société multinationale qui n'avait pas de gestion. Si tu lis dans mon livre, je disais, dans une société, dans un pays, on ne peut pas trouver 2 entreprises nationales et en même temps concurrentes. Mais actuellement, c'est une société nationale. Qui concurrence quelle société? Sonaidroc. Okay. C'est Sonaidroc qui est la société nationale. Avec un conseil d'administration et un seul actionnaire qui est l'État congolais. Vous prenez ça, on voit que ce qui va se passer. L'argent qui devait être réparti, rien que pour les deux, qui sont passés tout d'abord de 1 100 000 à 2 700 000, de 2 millions à 6 millions, on nous ajoute 2 autres entreprises. Lesquelles? Le Rescom, qui a 2 millions de dollars par mois, pour les mêmes quantités qu'on est en train de manipuler. C'est le ministère des hydrocarbures qui ajoute cette entreprise. C'est la société des prix et le gouvernement congolais, parce que c'est le gouvernement. Ça ne peut pas entrer sans qu'il y ait l'apport du gouvernement, sans qu'il y ait une décision du gouvernement. Moi, je peux parler là-bas, je dis, je vois le ministre tout seul. Mais il y a, dans la société des prix, il y a le ministère de l'économie, il y a le ministère des finances, il y a le ministère des hydrocarbures. Et l'entreprise, la société, elle est tenue par... Le Resco? Oui. C'est la société de l'EDIA. Ok. Ok. Et puis, vous arrivez là où le bas va blesser, c'est-à-dire, nous sommes déjà, quand vous prenez tout ce montant-là, nous sommes dans les 30 millions de dollars par mois. Or, la fourniture, pour avoir les carburants pour 30 jours, c'est 30 millions de dollars. Que l'État congolais peut utiliser ses propres installations, parce que l'État congolais a son hydroc, on peut arriver à ça. Mais l'argent part pour ces gens-là. Qu'est-ce qui va se passer encore? Il y a les charges sociétés commerciales. Qui sont ces sociétés commerciales? Ce sont les sociétés que vous voyez, Total, Engen, Kobil, et tout ça. Et vous donnez à ces sociétés pratiquement 7 millions de dollars par mois, les charges d'exploitation. Quelles sont ces exploitations? Je te demande, un petit devoir. En sortant d'ici, arrête-toi dans une station. Appelez les pompistes, pose-lui la question. Quel est ton numéro matricule à Engen, à Kobil ou à Total? Les stations sont sous-traitées. Quelles charges ils sont en train de prendre plus de 7 millions de dollars par mois? Et qui assure cette sous-traitance? C'est l'État ou... Les sociétés pétrolières, là, les sociétés commerciales, ont sous-traité leurs stations. Leurs stations. Oui. Donc tout le personnel qui se trouve... Ce ne sont pas des gens qui travaillent dans ces stations. On leur paie 100, 120 dollars et tout ça, et puis il y a un contrat signé, ils ne sont pas repris là-bas. Et quand vous arrivez avec tout ça, l'État n'a rien, le prix est figé, parce que l'État doit dépenser pour eux, je donne un exemple, 30 millions de dollars. C'est ça la raison que vous avez parlé de manque à gagner. 30 millions. Le taux est connu. Le prix moyen frontière est connu. Mais pour avoir 30 millions, ils n'ont travaillé que pour 20 millions. Parce qu'ils ont vendu que le produit pour 20 millions. Les 10 millions viendront d'où? Ils vont taxer l'État pour dire dans des dettes croisées que vous nous devez, c'est manque à gagner. Vous avez compris le mécanisme? Oui, je suis en train de comprendre. Excusez-moi. L'État va payer ce manque à gagner. Et qu'est-ce que l'État lui gagne? L'État ne gagne rien. L'État, pour le moment, je t'ai parlé que la fiscalité est négative.
Alors, qu'est-ce qui bloque l'État congolais de pouvoir résilier tous ces accords? Il n'y a même pas résilié. Il faut faire l'audit des charges de ces entreprises. Vous êtes une société privée, on a libéralisé le secteur. Vous venez faire le commerce, vous voulez vendre de l'eau. C'est à vous de voir si les conditions vont aller pour que je puisse vendre de l'eau ou non. Mais l'État paye pour subventionner parce qu'ils viennent avec l'arme, il va y avoir des retirs, il va y avoir ceci. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Pour avoir les montants que j'ai parlé ici, ces montants que vous manipulez 2 mètres cubes, que vous manipulez 10 mètres cubes, que vous manipulez 30 mètres cubes, on vous donne les mêmes montants. Alors que la réalité devait être quoi? Ces sociétés qui viennent dans les sociétés de logistique devaient signer le contrat avec CEP, devaient signer le contrat avec Socir pour dire si Socir est défaillant pour pouvoir faire ce travail, nous on va vous payer pour ce travail. Le même volume d'1 million de mètres cubes par an qui passe des 4 millions qu'ils payaient avant à plus de 30 millions. Donc de 4 millions à plus de 30 millions, oui, dans l'espace de combien d'années? L'espace de 10 ans plus. Donc l'État est en train de perdre beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, l'État est en train de perdre. C'est pourquoi j'avais parlé dans mon livre, je parlais des réseaux d'intérêts croisés pour le profit d'aujourd'hui et de demain. Ce sont des intérêts croisés. Tout à l'heure, nous parlons de l'aval pétrolier. On va parler aussi de l'ammont pétrolier prochainement. Mais c'est ce qui nous amène à ça. À la place de pouvoir donner l'argent d'après le travail fait, on peut arriver à la fin du mois, je donne un exemple, toutes les installations de l'ERESCOM n'ont pas fonctionné, toutes les installations de COBIL n'ont pas fonctionné. À la fin du mois, ils ont droit à cet argent. Est-ce qu'il y a-t-il pas aussi une main obscure dans cette histoire? Mais j'ai parlé quand nous parlons quand nous parlons des réseaux d'intérêts croisés. Il y a le gouvernement et les sociétés. Pourquoi vous voulez aller chercher ailleurs? Parce que c'est ces gens-là qui arrivent, qui posent problème. Toi, tu peux aujourd'hui construire une station et mettre ça à la charge de l'État. C'est ta station. Vous faites votre... Je vois pourquoi les stations pullulent aujourd'hui comme des champignons à Kinshasa. Parce qu'ils trouvent leurs comptes là. Leurs comptes dedans. Et quand vous prenez les cas, je viens de vous donner ces cas, les sociétés de SOCOM. Les SOCOM ont quoi comme charge? Tous les jours, tu vois les véhicules de CEP en train de faire la mise en place. C'est CEP qui fait la mise en place dans les stations. Et vous allez leur payer 7 millions de dollars par mois pour qu'elles travaillent. Quelles sont ces charges? Et maintenant, CEP gagne quoi dans tout ça? CEP, oui. CEP est rémunéré. CEP était rémunéré pour le même travail depuis longtemps. Sauf qu'ils augmentent le prix. Moi, je suis une société, je suis en train de fonctionner et je vois que pour acheter le véhicule, renouveler mon chariot automobile, je charge l'État. Et cette société, l'État est actionnaire. Et l'État ne gagne rien, 0 franc. Mais les sociétés pétrolières continuent à réclamer leurs arriérés. Et parmi ces arriérés, je vais vous expliquer, des arriérés qui n'existent pas. Je t'ai expliqué. Bon, comme on a fixé le montant, que chaque fin du mois, ceci doit avoir 2 742 000. Et que pendant cette période, ceci n'a pas manipulé quelque chose qui peut lui amener à pouvoir toucher les 2 742 000. Ceci de la même manière. Les sociétés commerciales. À la fin, vous avez le montant parce que vous avez l'obligation de pouvoir payer cet argent. C'est dans la structure des prix. Mais les quantités que vous avez amenées pour qu'on vous paye cet argent ne suffisent pas. Comme ces quantités ne suffisent pas, on augmente le volume fictif pour pouvoir équilibrer l'équation. Mais en réalité, vous avez équilibré l'équation, l'argent
vous voulez l'avoir, mais les composants de pouvoir que vous pouvez avoir cet argent ne suffisent pas. On augmente le volume, et ce volume, si on avait manipulé 30 000 mètres cubes, et que pour avoir le montant là, il leur faut 50 mètres cubes, ils vont mettre 20 mètres cubes à la charge de l'État. Manque à gagner. On parle de taux d'échange. Taux d'échange, différence de 0,5%. Peut vous amener à demander des millions comme que vous entendez prendre chaque mois 100 millions de dettes, 200 millions de dettes. Bon, parlons 200 millions, même leur capital. Les capitales qui sont en train d'utiliser pour ça n'arrivent pas à ça. Vous allez trouver 100 millions. 100 millions, c'est 3 mois. Je dis bien 3 mois de fourniture de produits pour toute la République. Alors, quelle est la cause qui nous fait vivre cette situation? Aujourd'hui, il y a plusieurs utilisateurs d'engins dans des stations de service. Par moment, comme hier soir, nous nous sommes passés sur Limité. Dans une station, on nous dit qu'il n'y a pas d'essence. C'est pourquoi? Donc, ils ont créé une rareté artificielle. Ils veulent. Ça, c'est leur arme qui veulent faire chanter le gouvernement. Augmenter les prix. Mais moi, je vous montre que dans tous les pays du monde, la manipulation d'un mètre cube est 1000 fois plus cher en RDC que dans tous les pays du monde. Vous manipulez un produit et vous avez, pour avoir manipulé la moitié pratiquement ou la totalité des prix d'achat de ces produits. C'est comme ça que ça se passe. Alors, qu'est-ce que l'État peut faire dans ces cas-là pour... L'État a l'obligation de pouvoir procéder tout d'abord par l'audit des charges de ces sociétés. Qui fait quoi? Qu'est-ce qui m'amène pour que nous puissions arriver à ça? Vous manipulez combien de mètres cubes? On prend les normes internationales qui vont dire, pour manipuler un mètre cube, si le prix est à 30 000, vous pouvez avoir peut-être 10% de manipulation, 15% de manipulation. Que de venir avec 100%, 150% de prix d'achat du prix moyen frontière. Quand vous voyez la structure de prix ici, le prix moyen frontière est à 1 million, ça c'est $106 pour la structure actuelle. C'est-à-dire 550 $. Je peux donner un exemple. Mais quand ce produit va quitter les 550 pour arriver à la fin, tu vois 550 et nous sommes à 2 millions, à 550, nous sommes à 20 000. Rien que pour la manipulation. Il y a trop d'intervenants qui ne font rien, qui ne peuvent pas exister, et qu'on fait exister parce qu'il y a des gens qui se retrouvent là-bas. L'argent là-bas, des manques à gagner. Ce sont les sociétés étrangères qui viennent prendre leur argent et partir. Ils nous trouvent des cons. C'est ce qui me révolte. Nous ne sommes pas des cons. Donc vous dites que dans ce sens, l'État peut trouver une autre solution. La solution est là. On fait l'audit, on pose la question. Qu'est-ce que vous faites dans la structure de prix? Vous, les sociétés commerciales, vous parlez de charges d'exploitation. Est-ce que c'est à l'État comment de pouvoir supporter les charges d'exploitation des privés? Et pendant autant d'années, plus d'une dizaine d'années? C'est ça la question. C'est là qu'il faut arriver à crever cet abcès. Maintenant, si après l'audit, oui, on découvre qu'il y avait une mafia qui était créée par les sociétés privées pétrolières, est-ce que l'État peut mettre fin à cette histoire? Mais le but de cet audit que je demande, c'est quoi? Et si on mettait fin à cette histoire, il n'y aura pas de procès peut-être contre l'État congolais? Quel procès contre l'État congolais quand vous découvrez que vous êtes en train de voler? C'est structure. Il n'y a pas un texte légal qui leur donne cet argent? Mais est-ce que le ministre des Hydrocarbures n'est pas au courant de cette histoire? Ça, il faut poser la question au ministre des Hydrocarbures. Il faut poser la question au ministre de l'économie. Il faut poser la question au ministre des Finances. Mais moi, je vous ai montré que
la manipulation des produits pétroliers en RDC sont en train de plomber les prix au niveau de la pompe, pendant que l'État congolais, le trésor public, ne récupère rien. Dans d'autres pays, au Nigeria, si il y a ces taxes, c'est 60% qui entrent dans le trésor public. En Angola, c'est 40% qui entrent dans le trésor public. Vous arrivez à Côte d'Ivoire, c'est 50% qui entrent dans le trésor public. Même si le produit peut coûter cher, l'argent entre au budget de l'État. Mais ici chez nous, le produit coûte plus cher et l'État continue à prendre même ce qui devait lui revenir pour subventionner cette société. C'est quelle gestion? Monsieur José Bafala, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un autre mot à dire pour conclure? Le mot est que nous demandons une conscience collective. Une conscience collective. Ici, je parle avec toute émotion, parce que moi, j'ai vu les gens venir avec son laptop et rentrer milliardaire chez lui. Venir avec des babouches et rentrer milliardaire chez lui. Et quand nous sommes dans des forums, moi je vous ai dit que j'étais le président du comité des experts de tous les pétroliers africains. C'est-à-dire les pays qui produisent le pétrole en Afrique, moi j'étais président du comité des experts et j'étais le représentant de la République démocratique du Congo dans ces pays-là. Vous arrivez au Gabon, on se moque de nous. Vous arrivez au Congo-Brazzaville ici, on se moque de nous. Vous allez trouver Agip à Brazzaville et qu'on est en train de lui donner, de lui subventionner pour vous donner des produits. Si tu n'es pas capable de pouvoir résister, tu fermes tes bagages, tu pars. Et surtout, nous avons des privés qui sont en train de se battre eux-mêmes. Les différentes façons que vous voyez actuellement, ce sont des privés qui ne bénéficient pas de 5 millions que vous voyez. Le gros morceau, ce sont les multinationales qui sont en train de nous prendre. Les Engen, Total, tout ça. Les autres. Voilà. En bref, pour me résumer, les charges qu'on met sous le dos de l'État ne sont pas fondées. On a demandé à ce qu'il y ait un audit. Avec l'audit, on saura si on peut vous garder à telle proportion, oui ou non. Et non seulement ça, nous sommes on a libéralisé le secteur. Et dans ce marché pareil, je suis économiste, ce sont les forces du marché qui doivent jouer. Vous arrivez au Canada, il y a Petro-Canada, il y a Itramar. Ce sont des sociétés, je donne des exemples. Ces sociétés ont un prix que vous devez vendre le litre à autant. Mais il y a la concurrence là-dedans pour fidéliser les clients. Vous arrivez chez Itramar, on vous dit chaque fin du mois ou bien quand vous achetez autant de litres, on vous donne un kit des ustensiles, des histoires qui peuvent vous fidéliser pour que vous puissiez rentrer. Mais chez nous, il n'y a pas une société qui a le lead, qui peut guider, qui peut avoir le prix lead. Quand l'État met ce qu'ils sont en train de mettre, ils sont en train de nous prendre tout ce que nous avions comme ressources. Le secteur des hydrocarbures en aval est mal géré. Très mal géré. Nous donnons plus de 30 millions de dollars par mois pour le travail qui n'est pas fait. Si on dit aujourd'hui, le prix que nous devons faire est de, je rentre dans l'ancien système, 1,1 million de saucires, plus 2,1 millions de cèpes. Si les 4 millions que nous mettons à votre disposition
Toi, tu as travaillé pour combien de mètres cubes? Moi, j'ai travaillé sur les 1 million, sur les 30 ou 50 000 mètres cubes. Moi, j'ai travaillé pour 10 mètres cubes. 10 mètres cubes, par rapport à ce montant, on vous donne. Mais on a figé le prix. Que vous travaillez pour 1 mètre cube, 2 mètres cubes, vous avez le montant qu'on vous a donné là-bas. Ceci, à la fin du mois, attend 2 742 000. À la fin du mois, attend 6 millions. Même si ce n'est pas manipulé des mètres cubes. Voilà là où nous devons faire. Il faut auditer et aérer notre système de prix. Tous les prix vont baisser. Parce que nous avons travaillé. On va nous parler de l'Ukraine et tout ça. Nos produits ne viennent pas de l'Ukraine. La plupart de tous nos produits viennent de la côte ouest africaine ici. Nous avons la raffinerie de Sonangol, la raffinerie de Limbe, la raffinerie de Port d'Akou, la raffinerie de Cyr, la société ivoirienne de raffinage. Ce sont les points que nous avons. Même dans les prix de fournisseurs, on nous a trompés. Le prix c'est quoi? Le prix CIF, base ARA. CIF, c'est cost insurance de fret, c'est base de port d'Amsterdam, Rotterdam et Anvers. C'est-à-dire que si le produit vient même de l'Angola ici, les fournisseurs vont vous taxer comme si le produit venait d'Amsterdam. Comme si ça venait de ARA, base ARA, Amsterdam, Rotterdam et puis Anvers. C'est comme si le produit venait de là. Pourtant, le produit a été pris ici, à l'Obito, le produit a été pris au port d'Akou ou à la Cyr. Donc cette histoire d'Ukraine, c'est juste de l'habillage. Ukraine, nous ne pouvons même pas considérer cette histoire d'Ukraine aujourd'hui. Je vous ai parlé, je vous ai montré noir sur blanc que si on est bien géré, nous avons au moins 300 000 mètres cubes. Les sociétés qui vendent le produit ici chez nous devaient constituer 200 000, c'est-à-dire 1 million, 20% que vous voyez que la loi exige, ça fait 200 000, et le stock stratégique, 60 jours, devait nous donner au moins 300 000 mètres cubes. Et c'est un peu aujourd'hui que nous pouvons commencer à pleurer sur l'Ukraine, si ceci. L'Ukraine, oui, la crise est là. Mais il y a des pays qui s'approvisionnent à partir de là. Je sais que c'est un marché international. Ça va avoir un impact, mais nous avons tout d'abord nous-mêmes nos stocks qui sont dans le pays. Il faut vérifier ces stocks. S'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Et pourquoi les sociétés n'ont pas constitué ces stocks qui sont obligatoires d'après la loi que je vous ai montré là. Monsieur José Bafala, je rappelle que vous êtes expert, vous avez une maîtrise en gestion des entreprises pétrolières de l'Université de Montréal. Vous avez effectué plusieurs fonctions au pays, vous avez été conseiller au ministère de l'Énergie, au ministère de l'Économie, au ministère des hydrocarbures sous Lambert Mende. Vous avez été agent à la SOCIR, administrateur de la SOCIGAZ, et puis vous avez été aussi conseiller à la présidence de la République, plusieurs vraiment, et vous êtes aussi enseignant à l'université de Kinshasa, où vous enseignez les cours de pétrole à la faculté de pétrole et gaz, et puis vous êtes aussi enseignant à l'IPJ, et puis enseignant encore à l'université franco-américaine, et actuellement auteur d'un livre intitulé Industrie pétrolière en RDC, des réseaux d'intérêt croisés pour les profits d'aujourd'hui et de demain. C'est le livre de 2006 et l'autre est en pipe parce que ça a changé avec la loi. Je vais aussi publier dans les jours qui viennent. Merci beaucoup d'être venu et merci d'avoir partagé avec nous sur ce sujet important pour informer notre population. C'est à moi de vous remercier et des émissions pareilles mérite d'être. Je viendrai à tout moment que vous aurez besoin de moi parce que nous devons édifier notre population. Nous mourrons faute de connaissances. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs de ces magazines Bossol Économie. C'est fini pour ce jour. On se retrouve à la prochaine avec le même plaisir. Bye.